vers l'IA en ce mois de juin et la digitalisation vers les cryptos le 18 septembre prochain. Pour ma part, je m'appelle Jean Roguetta, je suis journaliste, je travaille pour une agence de syndication américaine qui s'appelle Project Syndicate et j'ai créé avec Maurice de Rambuteau une newsletter qui s'appelle Kant, comme le philosophe mais avec un Q, sur l'IA et les technologies émergentes, ce qui justifie que malgré mon ignorance de tout ce qui est paiement, je sois ici pour animer la matinée. Et on m'a dit que le secteur des paiements est de tous les secteurs financiers celui qui a été le plus impacté par la digitalisation. C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. Je n'en dirai pas plus parce que mon métier relève plutôt des questions que des réponses. Je vais laisser Samuel Cohen apporter la réponse. Samuel, vous êtes directeur du développement du pôle finance innovation et vous nous accueillez aujourd'hui. Merci Jean. Bonjour à tous. Donc oui, je suis Samuel Cohen, je suis le directeur du développement de Finance Innovation. Nos locaux sont situés 2 étages au-dessus et donc nous sommes une association étatique qui fédère et anime tout un écosystème d'acteurs de la finance, un écosystème assez large. Nous avons 600 membres, 400 startups, une centaine de corporates et des académiques, des masters de finance des écoles, des universités. Nous organisons des travaux de place, c'est-à-dire les sujets d'innovation qui sont portés par les grands comptes. Nous organisons des groupes de travail, nous labellisons des startups et nous sommes vraiment aux avant-postes de l'évolution de la finance. Donc c'est un métier très intéressant que nous organisons avec une petite équipe d'une douzaine de personnes. Vous êtes les bienvenus pour passer dans nos bureaux après, pour ceux qui ne nous connaissent pas. Nous avons eu la chance de... Moi, j'ai juste une question. 2 étages, vraiment? C'est pas le toit de 2 étages? Vous avez une sorte de rooftop? Non, il n'y a pas de rooftop. Dans ce bel édifice historique de la finance, nous sommes au 4e étage. Et donc, nous organisons énormément d'événements. 6 événements majeurs sur la banque, l'assurance, la cybersécurité. Nous organisons le 9 septembre un événement sur les RegTech. On va en parler. La régulation est très importante dans la matière financière. Donc, il y a beaucoup de startups qui sont positionnées sur apporter des solutions, et notamment des solutions avec de l'IA embarquée pour la RegTech. Et nous avons eu la chance, depuis maintenant 3 années, de travailler avec l'URSSAF ACOS, donc qui est un bon, je qualifie de mastodonte financier, une grosse institution qui nous a un peu avec lequel on a travaillé sur sa politique d'innovation, ses différents champs d'innovation, et nous avons organisé ce qu'on appelle des learning expéditions, c'est-à-dire sur des points comme le placement de trésorerie, le financement, un peu l'immobilier, et sur l'IA plus récemment et la gestion de trésorerie. Nous leur avons présenté des startups qui sont venues à Montreuil et rencontrer les équipes de l'URSSAF avec TAC qui a piloté ces opérations. Et c'était vraiment tout à fait intéressant puisqu'on s'est rendu compte que il y avait deux mondes, hein, et des startups qui sont par définition innovantes, qui sont agiles, qui peuvent se saisir des dernières innovations, qui ont aussi une capacité à travailler entre elles et à s'interfacer pour proposer des solutions assez complètes, qui sont venus présenter leurs innovations à l'URSSAF, qui est une institution qui est très fonctionnelle et qui a pu comme ça avoir un panorama des innovations. Et ça a aussi permis de détecter quelques petites pistes d'innovation. Alors évidemment, les enjeux ne sont pas les mêmes. En général, les startups apportent souvent une réponse à un besoin qui n'est pas couvert par les banques. Donc c'est pour ça qu'il y a eu une émergence de FinTech et d'InsurTech en France. Là, c'était une démarche assez différente parce que, comme je l'ai évoqué, tout est assez fonctionnel au niveau de l'URSSAF ACOS. C'est une institution qui transfère plusieurs milliards par jour. Donc les enjeux financiers ne sont pas exactement les mêmes. Mais néanmoins, on a pu, par des discussions, par un dialogue, par une méthodologie mise en place par TAC et ses équipes, détecter des points
sur lesquels il pouvait y avoir les startups pouvaient apporter des idées, des solutions. Donc, pour vous donner un peu des ordres d'idées, on avait 11 startups qui sont venues au cours de 2 learning expéditions. La dernière, il y avait des startups dans le paiement comme De Facto et Lino qui ont expliqué un peu leur modèle et leur fonctionnement. Et ça a suscité beaucoup de débats et je pense d'intérêt pour les équipes de l'URSSAF. On avait aussi une société peu connue qui s'appelle Flowy, qui crée en fait des clouds intelligents avec beaucoup d'intelligence artificielle. Donc, plutôt que de stocker des documents sans forcément les organiser, stocker des documents et en extraire vraiment toutes les données pour dataiser ces éléments et rendre les structures plus efficientes. Donc, on a eu beaucoup de débats et c'était très, très pertinent. Voilà un peu pour expliquer ces learning expéditions qu'on organise. Aujourd'hui, on fait plutôt un événement où on va travailler et réfléchir ensemble sur la digitalisation et en quoi l'IA impacte les paiements. Donc voilà, c'est un sujet qui est assez clé parce que les startups, les fintech dans le paiement, c'est un peu les fintech historiques. Et nous, au pôle Finance Innovation, on les a suivis et accompagnés pendant déjà plusieurs années. Il faut savoir que la dernière décennie a été marquée par l'émergence de la data financière, avec notamment l'open banking qui a vraiment ouvert les portes, mais aussi obligé les institutions financières classiques à travailler plus étroitement avec les acteurs de la tech pour être efficient et s'emparer de cette data. Je pense que ça, c'est ce dont on va pas mal parler avec Jean et avec Powens aussi, qui est un acteur clé de l'open banking. Il faut savoir voilà, que les institutions financières, les banques et les assureurs en premier, et nous, on le voit bien chez Finance Innovation, ils sont très contraints aujourd'hui par la réglementation, avec en premier chef, avec DORA et plus récemment PSD3, qui vraiment leur impose plus de sécurité et autres, par la gestion de la data. Donc, c'est pas nouveau, mais ça devient vraiment beaucoup plus au cœur de leur stratégie d'opérer la data et de proposer des services plus efficients. Également la cybersécurité et la souveraineté des données qui vient se rajouter comme quand même un poids assez fort à incrémenter dans leur stratégie. Et la concurrence des nouveaux acteurs de la tech, donc notamment si on parle du paiement, on a tous aujourd'hui été sollicités par nos téléphones pour payer avec les GAFAM, les Google et Apple Pay. C'est la partie que je préfère, c'est Ouais. couper les gens pour leur rappeler qu'il ne reste plus qu'une minute pour conclure. Ok. Je vais conclure avec quelques chiffres sur les fintech. Dans le secteur du paiement, on a des très belles fintech comme Powens dont j'ai parlé, Swan qu'on avait présenté lors d'une learning expédition, Fintecture, Trésor et GoCardless, qui proposent des solutions clés en main pour faciliter et accélérer le paiement. Il y a des tendances fortes qui émergent comme le Buy Now, Pay Later et le BaaS, Bank as a Service, pour des paiements instantanés, des solutions avec des interfaces plus personnalisables et des structures interopérables. L'IA, du coup, j'en parle vraiment en conclusion, mais aujourd'hui, l'IA dans le paiement, on sent que ça s'articule beaucoup pour apporter des solutions, un peu d'automatisation des tâches complexes, évidemment, mais surtout sur la détection des fraudes, la gestion du risque et la gestion des interfaces de produits internes et externes pour une meilleure transparence. Voilà, et les levées de fonds dans le paiement, il y a eu, sur les 500 fintech qu'on suit, il y a eu une période un peu de 2020, 2021, 2022 dans le paiement où il y avait des très très grosses levées. Là, il y a une petite baisse qui dénote quand même une certaine maturité des acteurs. Et voilà, il y a eu 4 ou 5 opérations de M&A avec des banques qui ont racheté des acteurs du paiement, notamment Pledge qui a été racheté par Crédit Agricole. Voilà un peu pour un petit panorama exhaustif de où on en est dans le paiement en France, porté par nos fintech et nos bons ingénieurs français. Merci Samuel. Je vais maintenant prier Ludovic Francesconi de venir, ou Francesconi, on ne s'est pas encore mis d'accord sur la prononciation. Pardon ?
Oui, oui, oui. L'Europe des paiements et la puissance unificatrice que Wero peut représenter en son sein. Merci beaucoup. Donc bonjour à tous et ravi d'être avec vous ce matin. Donc voilà, j'ai mes slides qui s'affichent, c'est parfait. Alors je vais vous parler, moi, surtout de digitalisation des paiements, un petit peu moins d'IA, mais on y reviendra Mais je vous poserai tout les à l'heure. questions après. Et donc digitalisation des paiements au travers de notre expérience, donc EPI, compagnie, donc European Payments Initiative, et son produit Wero. Alors j'espère que vous connaissez tous Wero et que vous l'utilisez déjà, soit via votre banque, soit via l'application Wero, pour envoyer de l'argent à vos amis ou à votre famille, puisque c'est déjà disponible en France depuis le mois de septembre. Donc, peut-être un petit sondage. Là, c'est très dangereux ce que je vais faire, mais qui connaît Wero déjà? Ok, bon, ça va. C'est quoi? Et donc, effectivement, quelques slides pour vous présenter. J'ai combien de temps, Jean? 10 minutes, ok. Pour vous présenter un petit peu notre approche et comment on souhaite effectivement unifier l'Europe des paiements. Donc, les slides sont en anglais, désolé. Mais comme on est une société européenne, voilà, c'est une présentation qu'on donne un petit peu partout. Donc, il y a peut-être des choses qui vont vous paraître évidentes. Alors, ça ne fonctionne pas? Si? Est-ce qu'on peut passer au slide suivant? Voilà, donc juste en introduction, c'est un petit peu sur les aspects de souveraineté, parce que nous, on parle beaucoup de souveraineté dans les paiements. Aujourd'hui, le gros problème qu'on a en Europe, c'est qu'on a un paysage européen des paiements très, très fragmenté. Donc, on dénombre environ 45 solutions de paiement mobile en Europe, différentes. Donc, quand on dit l'Europe, c'est l'Europe des 27, qui sont des solutions uniquement nationales. Et on a aussi des systèmes de cartes qui sont des systèmes aussi nationaux, comme par exemple en France CB, carte bancaire, qui est très puissant, mais néanmoins qui se limite aux frontières franco-françaises. Et donc aujourd'hui, on n'a pas cette échelle européenne qui permet de vraiment construire de l'innovation et de mutualiser l'innovation au niveau européen, et aussi de convaincre les grands acteurs d'utiliser une solution unique pour l'Europe. Et donc aujourd'hui, Alors que les grands réseaux américains, ils sont à l'échelle voilà. dès l'arrivée. C'est ça que vous êtes en train de dire. Exactement. Et donc les grandes solutions, que ce soit les systèmes de cartes internationaux, Visa, Mastercard, ou les solutions numériques de type PayPal ou Big Tech comme Apple Pay, Google Pay, elles sont immédiatement mondiales. Et donc, effectivement, là, on a besoin d'une seule intégration, on a besoin d'une seule implémentation pour couvrir l'ensemble de l'Europe. Et aujourd'hui, il n'y a aucune solution européenne qui fait ça. Donc nous, notre ambition, c'est créer cette solution européenne qui est construite par des Européens pour l'Europe. Et donc, on est un consortium de banques, hein, donc on n'est pas vraiment une start-up, même si on a été créé il y a 4-5 ans. Et donc, on appartient à 16 grands groupes bancaires européens, mais je vais vous en dire plus après. Et avec, comme point de départ, cette ambition de créer une solution souveraine. Alors, est-ce que ça marche maintenant? Avec le point de départ qui est la technologie, c'est partout. Et quand on contrôle la technologie, on a le pouvoir. Et on contrôle les économies. Donc, l'indépendance, c'est le pouvoir. Et le fait d'avoir une solution indépendante, c'est vraiment ça qui permet de conserver son autonomie stratégique et de conserver aussi les données en Europe, les profits en Europe, etc. Aujourd'hui, on dépend énormément de solutions non européennes et on manque de souveraineté dans les paiements. Alors, il n'y a pas que dans les paiements, mais notamment dans les paiements. Voilà. Et le fait de ne pas avoir cette souveraineté aujourd'hui, ça a un coût. C'est que tous les profits, ils s'en vont en dehors de l'Europe, et aussi les données de consommateurs s'en vont. Notamment quand on va faire des paiements, pas forcément qu'au niveau national, parce qu'au niveau national, on a des solutions nationales qui fonctionnent bien, mais des paiements cross-border à l'intérieur de l'Europe. Donc, je prends toujours cet exemple, quand un touriste allemand va en Espagne,
bah, aujourd'hui, il n'a aucun autre choix que d'utiliser des acteurs américains pour faire ses paiements. Donc, il n'y a aucun acteur européen qui offre une solution, et donc on veut offrir cette solution. Donc, voilà. Donc, la réponse, c'est Wero. Une solution, une marque pour l'Europe. Et donc, aujourd'hui, on ne couvre pas encore toute l'Europe. On couvre 3 marchés, puisqu'on a lancé en France, en Allemagne et en Belgique. L'année prochaine, Pays-Bas, Luxembourg. Mais l'ambition, c'est d'avoir vraiment une solution pan-européenne in fine. Zone euro ou au-delà? Au-delà, toute l'Europe. Donc, voilà. Juste pour vous dire en quelques mots les principes, donc EPI c'est la société, Wero c'est la solution. On se base sur l'instant paiement. Donc, alors quand on parle de la solution Wero, c'est 2 choses. C'est à la fois un wallet, donc wallet numérique. Alors aujourd'hui, il n'est pas encore développé parce qu'on n'a que le P2P, mais à partir du moment où on va aussi lancer les paiements aux commerçants, le e-commerce, la proximité, etc. Là, on va vraiment avoir une approche plus orientée sur un wallet qui sera, on l'espère, qui pourra concurrencer Apple Wallet et Google Wallet. Et en termes de paiement, qui devra. Qui devra. Tout à fait. Et en termes de paiement, on se base sur du paiement de compte à compte. Donc, on n'est plus sur du paiement par carte, c'est du paiement directement avec mon compte bancaire. Donc, ça ressemble un petit peu à l'open banking, effectivement, sauf qu'on apporte toute une couche de services additionnels qui permet de couvrir tous les types de transactions, de la gestion de la fraude en plus, et de la gestion des litiges, protection du consommateur, etc. Donc, la grande force de ce qu'on propose, c'est que effectivement, c'est très à l'échelle. Ça permet de faire des économies d'échelle, dans le sens où, pour les commerçants, il y aura une seule intégration pour l'ensemble des marchés où Wero sera présent, versus aujourd'hui, quand un commerçant veut couvrir l'ensemble de l'Europe, bah, il doit couvrir au moins une solution par marché. Et mutualisation des coûts, et notamment permettre plus d'innovation grâce à la mutualisation des coûts entre les banques et entre les marchands. 1 minute? 1 minute? Ah bah ça va vite, hein. Donc je vais aller très très vite. Voilà, donc ça ce sont nos actionnaires, donc les grandes banques européennes, principalement en France, en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas. Mais évidemment, on a d'autres membres qui ne sont pas actionnaires, hein, donc on est ouvert. On a fait 2 acquisitions, donc on a acquis la plus grosse société, la plus grosse solution de paiement aux Pays-Bas, qui s'appelle iDeal, qui fait 70% du e-commerce, et Peconic également, qui est le fournisseur de iDeal, mais qui est aussi la solution Luxembourg, ce qui permettra justement d'opérer ces migrations. Et puis Paylib en France, donc, a été complètement migré vers Wero. Et donc, ça nous a permis de mettre le pied à l'étrier et donc d'avoir déjà une base d'utilisateurs très forte, puisqu'on a déjà 40 millions d'utilisateurs en Europe. Voilà, donc je vais du coup aller très très vite. Peer-to-peer, déjà disponible, e-commerce et points de vente à venir, avec différents types de transactions, donc pas seulement des paiements immédiats, mais aussi des abonnements, des paiements à l'expédition, des préautorisations, ce genre de choses. Voilà, quelques exemples d'intégration dans les applications bancaires. Et on a aussi notre propre app Wero sur les stores. Donc c'est, je crois en France, c'est encore la première app de télécharger dans le domaine financier, avec pour l'instant un nombre limité de banques, mais d'autres banques qui vont rapidement rejoindre aussi cette application. Voilà. Et donc en France, la prochaine étape, c'est le lancement du e-commerce l'année prochaine. Après, a priori, mi-2026. Et donc avec un très 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 fort intérêt des commerçants pour cette solution. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Voilà. Je pense qu'on a tout dit. Voilà, 41 millions de consommateurs. Merci Ludovic. J'ai prié Jean-Guillaume de nous rejoindre sur scène. Je vous en prie, asseyez-vous. Et je vais vous proposer, mesdames et messieurs, des règles du jeu un peu particulières. La salle n'est pas très grande. Je crois qu'il y a un micro d'ailleurs dans la salle, mais de toute manière, je pense que si vous levez la main et vous parlez un peu fort, on vous entendra. Je vais vous proposer de poser des questions au fur et à mesure que vous en avez dans la conversation, en essayant juste de rester dans la conversation. Donc, si vous avez une question sur Wero et son positionnement stratégique, c'est le moment. Si vous voulez présenter votre propre entreprise, ce sera plus tard, mais beaucoup plus tard peut-être.
Et bien sûr, en plus, Eric, il va falloir se présenter, c'est terrible. Vas-y, force ta voix. Vous m'entendez? Eric Schrecky, cabinet Finnegan. Wero est présenté comme un digital wallet. Je voulais savoir quel était le positionnement du wallet Wero par rapport au wallet EDAS 2, qui est quand même une des avancées majeures des prochains mois. Ludovic Francesconi. Très bonne question, merci. Non, on travaille sur le sujet hein, via les LSP donc, qui sont organisés par l'Union européenne. Donc on sera partenaire du prochain large scale pilot donc dans le consortium Aptitude géré par l'ANTS en France. Et effectivement, c'est un axe stratégique important de pouvoir intégrer l'identité numérique. Alors après, la stratégie n'est pas encore tout à fait faite, mais ce sera intégré, c'est sûr. Jean-Guillaume, Ludovic Francesconi a eu 10 minutes, je vous en donne 10 aussi pour nous parler du positionnement stratégique de Powens et Unax, parce que je suis encore perdu, moi, quelque part au milieu des Pyrénées. Mais évidemment, sans slide, c'est moins facile, donc il risque de vous interrompre. Allez, je me lance. Même sans slide, effectivement, pour présenter Powens, bonjour à tous. Le groupe Powens, qui inclut Unax, pour l'instant, on garde les deux marques, mais on s'appellera bientôt Powens de part et d'autre des Pyrénées sous quelques mois. Donc on est un leader de l'open banking en Europe de l'Ouest. On a à peu près 50% de part de marché en France, et un tiers en Espagne, Portugal. Une activité qui grandit mais qui est plus petite quand même en Italie, au Benelux par exemple. Qu'est-ce que c'est l'open banking? Je ne sais pas si vous êtes tous familiers avec ce que c'est. C'est pas évident. Ça fait partie de ces métiers qui au départ sont très tech et il y a un besoin d'explication de ce à quoi ça sert en termes de use case. L'open banking, au départ, c'est effectivement un concept plutôt technologique. C'est cette idée de dire on va permettre à un utilisateur, un client d'un établissement financier, que ce soit un particulier ou une entreprise, de récupérer de manière automatique, sécurisée et temps réel son historique de données dont il dispose dans cet établissement financier, hein, il en est propriétaire depuis le RGPD, et on va lui permettre de restituer cette donnée dans un contexte tiers. Voilà, c'est ça le premier métier, on appelle ça l'agrégation de comptes, le service s'appelle AIS sur le plan réglementaire. Et puis un deuxième métier qui ressemble un peu, qui est l'initiation de paiement. On est peut-être plus proche du sujet du jour dans ce second métier, qui est un peu le même schéma. On va permettre à un utilisateur, particulier ou entreprise, quelque part, de l'extérieur, d'appeler sa propre banque pour lui demander d'envoyer de l'argent quelque part. On initie le paiement depuis la banque, mais depuis un environnement tiers qui n'est pas celui de la banque. C'est ça, au départ, la techno de l'open banking. Ça a démarré il y a un peu moins d'une quinzaine d'années, sous la forme de ce qu'on appelle du web scraping, donc concrètement des petits robots qui se comportent comme s'ils étaient utilisateurs, qui utilisent ces mots de passe pour aller sur le site de l'institution financière et faire le parcours et récupérer un historique de transaction ou faire un paiement. Ça existe encore pour certains segments, j'y reviendrai peut-être, mais c'est un métier qui est régulé maintenant par la DSP2, et donc en fait l'essentiel de l'activité sur l'initiation de paiement et l'agrégation de comptes ne passe plus par du web scraping, mais par des API qui sont mises à disposition par les banques de manière obligatoire et qui permettent principalement ceci. Et donc le rôle d'une entreprise comme Powens, c'est de jouer le rôle de tiers de confiance avec l'agrément qui va bien. On est là pour permettre pour aller récupérer cette donnée bancaire et la restituer pour le bénéfice de l'utilisateur concerné dans un contexte dédié. En termes de cas d'usage sur le marché, d'innovation, à quoi ça sert? Il y a beaucoup de petites choses, mais les trois grands univers d'usage qui font l'essentiel de l'activité sont les suivants. Et peut-être un quatrième sur le paiement qui est un peu à part. Allez, on va dire 4. En matière d'agrégation de comptes, il y a un peu de paiement dedans, mais c'est surtout de la data. Le premier grand sujet, c'est ce qu'on appelle chez nous le copilote financier. C'est-à-dire, je vais permettre à un utilisateur, encore une fois, particulier entreprise, d'avoir une vision 360 sur tous ses actifs et tous ses historiques de transactions. Parfois, on va au-delà, on récupère des factures de telco. On peut aussi aller chercher les avis d'imposition sur impôt.gouv.fr à la demande de l'utilisateur, etc. Évidemment, tout est crypté, sécurisé, tout ce que vous voulez. Sinon, ce serait problématique.
Mais voilà, on récupère cette vision 360 et on va s'en servir pour deux principaux usages. Permettre à un utilisateur dans sa banque principale de voir l'ensemble de ses comptes et de ses actifs. La plupart des banques ont ce service aujourd'hui. Mais en général, c'est nous qui leur fournissons cette prestation. Et puis, il y a un deuxième métier dans ce copilote financier qui va un peu plus loin et qui, pour le coup, mérite le terme de copilote, c'est d'utiliser cette vision 360 pour délivrer un conseil plus personnalisé. Et il y a un certain nombre d'acteurs, notamment du wealth management, du conseil financier, des CGP, des entreprises comme Harvest qui s'y sont mises, et puis certaines fintech qui marchent très très bien. Je pense à Finari, par exemple, qui est un de nos clients, qui cartonne en termes de volume d'usage et qui fait littéralement ça. C'est-à-dire que eux, leur expertise, c'est l'intelligence par-dessus la donnée. On délivre un conseil financier très personnalisé avec beaucoup de tutos d'explications utilisateurs et on lui permet de se repérer parce qu'on lui propose cette vision 360 de ses comptes. Ça, c'est le premier grand univers d'usage. On a un second grand univers d'usage qui va concerner, alors c'est assez vaste en soi, je le simplifie un peu en disant ça, l'univers des ERP, et en particulier des ERP de comptabilité, que ce soit des acteurs traditionnels ou des acteurs plus de la comptatech. Là, l'objectif, c'est de récupérer... Donc, Sage plutôt que SAP. Rassurez-moi. Les deux m'intéressent. Oui. Les deux m'intéressent. L'idée, il y a des applications dans l'univers des logiciels de paye, des logiciels de pré-compta, de compta, dès qu'il y a un besoin de réconciliation en fait, et de traçabilité en temps réel. En fait, et l'open banking n'est pas le seul élément qui contribue à ça, mais il y a une tendance assez forte que vous connaissez sans doute, qui est une demande des petites entreprises de bénéficier du même niveau d'automatisation de leur gestion financière en termes d'outils que les grandes entreprises qui ont des ERP très sophistiqués, ce qu'on appelle des TMS, des Treasury Management Systems notamment. On en a des très beaux en France, hein, comme Diapason, comme Kiriba. C'est pour les grandes entreprises, ça. Les SMB peuvent avoir des comptes dans plusieurs banques, de la trésorerie éparpillée, des risques à gérer. Et ils n'ont pas forcément dans l'interface traditionnelle des banques le même niveau de sophistication et ils n'ont pas forcément accès, pour des raisons de prix et de taille de l'équipe financière, aux grands ERP sophistiqués. Donc un certain nombre d'entreprises se sont mises dedans, d'abord plutôt des fintech, mais maintenant les grands s'y mettent, les Cegid, les Sage, les SAP, pour utiliser l'open banking pour récupérer tout simplement l'information transactionnelle, toute l'information transactionnelle de cette petite entreprise en temps réel et préparer sur cette base des réconciliations comptables et la donnée comptable. Et donc voilà, ça permet de rendre ça complètement automatique et c'est une des technos qui explique le fait qu'un Penny Lane cartonne, par exemple. Et Conto s'y est mis après, ce sont de nos clients. Second grand univers d'usage, un peu simplifié, c'est je récupère la donnée transactionnelle en temps réel pour faire de la réconciliation et de la comptabilité en temps réel pour principalement des SMB, même si ça ne se limite pas aux SMB. Troisième grand univers d'usage, c'est le crédit. C'est-à-dire qu'en fait, notamment en matière de crédit à la consommation, et je ne peux pas dire qui c'est, mais il se trouve qu'il y a une première grande banque française qui est en train de regarder de l'étendre au crédit immobilier. En termes d'expérience client, d'efficacité opérationnelle et de qualité de l'analyse du risque et d'optimisation du coût du risque, par rapport à un scoring de crédit qui repose sur du papier ou à la limite des scans transmis, des PDF, des bulletins de salaire, des avis d'imposition, le fait de disposer, petit 1, de tout l'historique de transactions et petit 2, d'analyse temps réel sur cette historique de transactions, je vois qu'il y a eu des incidents de paiement sur les 6 derniers mois. Je vois que la position du compte est très erratique. Je vois que les revenus sont irréguliers, ou au contraire qu'ils sont réguliers. Ça permet d'avoir une analyse de scoring qui, d'une part, est entièrement temps réel. Ça permet aux prêteurs de raccourcir ce qu'on appelle le time to yes et de le faire de manière robotisée avec moins de coûts et plus d'expérience. Donc ça cartonne dans l'univers du BNPL. On a la plupart des acteurs du BNPL français et espagnol comme clients. Et c'est là où on voit une des plus fortes croissances aujourd'hui, la généralisation de cette offre-là. Puis le dernier sujet, c'est l'initiation de paiement, qui est un cas un peu particulier. Revenons au sujet, justement. J'aime bien le mot paiement. Donc, l'initiation de paiement. Là, alors, moi, là-dessus, je préfère avoir un discours de franchise. L'intérêt du paiement account to account, moi, j'y crois beaucoup. Comme Wero, ça a plein d'intérêt pour le marchand, pour le consommateur. C'est aussi effectivement un sujet de souveraineté parce que ça nous permet de passer en dehors des grands schemes américains.
Mais pour ce qui est de l'initiation de paiement aujourd'hui, on est un peu au milieu du game. La croissance est bonne, mais la demande est forte. Mais il y a un peu de déception sur la manière dont ça marche. Pourquoi? Parce que malheureusement, les API des banques qu'on utilise ne sont pas suffisamment fiables. On a aujourd'hui, alors il y a quelques mois, c'était de l'ordre d'un paiement sur deux qui passait. Nous, on a fait beaucoup d'efforts pour arriver à taquiner le 60%. Voilà, vous pouvez comparer ça au taux de succès d'un paiement carte, où on va plutôt être sur des taux de conversion entre 80 et 90%. C'est très difficile de savoir pourquoi les API des banques ne fonctionnent pas. Ma théorie personnelle, c'est que c'est à cause du fait que les moteurs de fraude, de lutte contre la fraude que les banques ont dû implémenter, enfin ont l'obligation d'implémenter d'ailleurs, qu'ils n'ont pas été adaptés pour tenir compte de ce type d'appel. Donc il y a beaucoup de paiements bloqués. Donc on travaille avec la place pour essayer de l'améliorer. Je parle de ça parce que la demande est forte, l'intérêt est fort, mais c'est vraiment un bloqueur à résoudre et on attend beaucoup pour ça d'un règlement qui est en préparation à Bruxelles, enfin de la DSP3 et de l'ensemble du PSR, qui est censé renforcer le degré de contrôle qu'on exerce là-dessus. J'ai laissé passer beaucoup d'acronymes et d'anglicismes, mais la DSP3, j'imagine que c'est la directive qui succédera à la DSP2 sur les services de paiement. Et le TSR? Le PSR, c'est un règlement qui encadre tout ça quelque part. Ça veut dire Payment Services Regulation. D'accord. Sur l'initiation de paiement, le représentant des grandes banques a peut-être son mot à dire. Pourquoi est-ce que les API des bancaires ne fonctionnent pas et en quoi est-ce que ça donne une opportunité à un groupe interbancaire? Je pense que... Vous aimez cette question. J'adore. Merci beaucoup. Je sens que je suis tout de suite plus sympathique. Je ne peux pas me targuer de représenter les banques. Effectivement, on est une société interbancaire. Mais je pense que l'explication que vous avez donnée est bonne. Parce qu'en fait, même quand les banques mettent en place Wero, c'est des processus qui sont complètement nouveaux. Donc, il faut créer des nouvelles procédures de gestion du risque. Et aujourd'hui, effectivement, ce n'est pas inné et ce n'est pas forcément simple pour une banque de faire ça. Les banques françaises ont beaucoup d'expérience dans la carte et savent très bien gérer le risque sur la carte. Mais sur le paiement de compte à compte, ça démarre. Et voilà, c'est l'expérience. La courbe d'expérience, on est encore au début. Ouais. Mais est-ce que le fait que ça démarre, que le cadre change, vous donne à l'Airbus des paiements, on va dire, une possibilité de s'imposer? Parce que ce que j'ai entendu tout à l'heure dans votre discours, c'est que les Américains ont largement occupé le terrain aujourd'hui. Oui, alors ça dépend des pays. C'est vrai que en France, quand on regarde sur le P2P, donc Paylib avait déjà quand même une bonne position. Alors, le P2P, ce n'est que le P2P, hein, certes, mais avait déjà bien progressé et a priori, il n'y a pas de statistiques officielles, mais Paylib était déjà la première solution de P2P en France devant notamment PayPal. Et sur tout ce qui va être paiement aux commerçants, on a aussi un acteur important en France qui est CB, et qui fait la majorité des paiements par carte sur le marché français. Mais ce n'est pas le cas partout. Et c'est vrai qu'en France, on est plutôt privilégié par rapport à ça. Mais en Allemagne, typiquement, il y a une prédominance de PayPal. Dans d'autres pays, il n'y a pas de scheme carte domestique. Donc, il y a une prédominance encore plus forte sur d'autres marchés. Et du coup, l'évolution réglementaire à laquelle faisait référence Jean-Guillaume, est-ce que vous considérez que c'est quelque chose qui va vous permettre de vous imposer sur le marché? Oui, alors nous, il y a surtout un règlement qui a déjà été mis en place, là, qui est le règlement sur les paiements instantanés, Instant Payment Regulation, IPR, qui effectivement nous a beaucoup aidé, parce qu'il y a une obligation pour toutes les banques de maintenant supporter les paiements instantanés, donc le SCT Inst, le virement instantané. Voilà, ça a aussi permis de clarifier un certain nombre de sujets, donc sur la présentation, la vérification du nom du bénéficiaire, ce qu'on appelle le VOP, donc le Verification of Payee, ou tout ce qui va être le régime des contrôles, des filtrages, contrôles de sanctions, des listes de sanctions, donc qui s'appliquent sur les virements aujourd'hui, et donc, en tout cas pour les transactions cross-border. Donc, cette réglementation nous a aidés parce que ça ouvre des perspectives, effectivement, d'étendre Wero partout en Europe.
Et bon, on attend moins de choses, c'est vrai, dans notre position, on attend moins de choses de la DSP3 et du PSR. Sur ce point? Peut-être, je partage entièrement. Mais quelque part, et c'est un peu ma faute, on est parti directement sur ce qui ne marche pas. Je pense que c'est intéressant de C'est réaffirmer. généralement les trains qui arrivent en retard qui sont plus Voilà, intéressants. peut-être. C'est intéressant de rappeler pourquoi tout ça est un enjeu important. C'est-à-dire que le paiement compte à compte, account to account, que ce soit via une solution comme Wero ou via une solution comme l'initiation de paiement, quelque part, vu l'utilisateur, tout ça, c'est la mamaille technique qui est derrière. Mais quel est l'enjeu, quel est l'intérêt? Il y en a quand même beaucoup, et c'est pour ça qu'on a beaucoup de demandes et qu'on est un peu déçu de ne pas pouvoir l'adresser pour ces blocages que j'évoquais. C'est qu'effectivement, vu du commerçant, on va pouvoir encaisser une transaction pour des coûts inférieurs dès lors qu'il s'agit de gros montants en particulier. Hein. Je paye un voyage, j'achète un meuble, des choses comme ça, parce que ce sont des transactions sur lesquelles l'interchange qui est à la base du fonctionnement des grands schemes, de cartes bancaires aussi, hein, mais des schemes américains qui ont tendance à avoir des interchanges parfois plus élevés sur les cartes business d'ailleurs. Voilà, c'est une économie pour le commerçant, donc c'est bon pour la marge des entreprises, c'est bon aussi, et par ailleurs, quand c'est des schemes américains, c'est de l'argent qui ne vient pas chez nous, il faut quand même dire ce qui est. Et puis par ailleurs, c'est très intéressant ce qui se passe au Royaume-Uni, où pour le coup, les API des banques fonctionnent mieux qu'en France, on a forcé de le dire. C'est que c'est tellement intéressant pour certains marchands qu'ils le restituent un peu sous forme de cashback à l'utilisateur. Si vous payez par account to account, et je clique sur un bouton, je vous restitue 10 pounds sur votre billet d'avion. Et vous avez un certain nombre de clients qui vont cliquer là-dessus. Voilà, donc c'est quand même assez intéressant. Souveraineté plus gain pour le marchand et le consommateur, temps réel, réconciliation native parce qu'on peut mettre un libellé customisé dans le paiement. Enfin, il y a plein d'avantages à pousser ça. Voilà. Ça a l'air d'un argument massu. Mais alors, une question, comment dire? Avant-hier soir, j'étais chez Kant, on a co-créé un cercle IA et finance qui essaie de prendre le déploiement de l'IA dans la finance française par tous les bouts. Et donc, je me suis trouvé entre le patron de BNP Paribas Asset Management et le patron d'Amundi Tech. Et j'ai entendu des considérations que l'asset management, finalement, avait été relativement peu impacté par la digitalisation et que le cœur du métier était encore ce qu'il était dans ma lointaine et reculée jeunesse au siècle dernier, n'est-ce pas? Alors que dans les paiements, au-delà du déluge des acronymes, mais comment disiez-vous, la mamaille technique, j'ai l'impression, on a l'impression que la digitalisation est partout. Est-ce que ça correspond réellement à la structure du marché? Est-ce que des formes archaïques comme le cash et le chèque ont disparu, sont en train de disparaître? Quelle est l'avancée de la digitalisation? En France et en Espagne peut-être, et puis en Europe en général? Alors là, oui, clairement, il y a une digitalisation des paiements. Et je pense même qu'on peut la resituer sur un axe chronologique qui remonte assez loin et qui n'est pas du tout fini. Ça fait 15 ans, peut-être 20, je ne sais pas, plus. Moi, ça fait un peu moins de 10 ans que je suis dans les paiements, donc il y a peut-être même dans cette pièce des gens qui ont plus de mémoire de moi que tout ça. Mais on a quand même des tendances très fortes qui viennent d'une attente des utilisateurs finaux auxquels, du coup, les banques, les acteurs des paiements, les marchands, les grands facturiers, etc., veulent répondre, qui est plus de temps réel, plus de sécurité, plus de choix. Et tant qu'on aura des nouvelles solutions technologiques pour faire encore plus de tout ça, ça va continuer. Cette grande tendance qui existe depuis 15 ans, il y a à l'intérieur des nouvelles tendances plus récentes qui sont très intéressantes. C'est quand même parti beaucoup du particulier, voilà, qui s'est converti au paiement en ligne de manière massive. C'était déjà très fort. Il y a eu évidemment la pandémie au milieu. Vous avez par exemple aujourd'hui les pourcentages d'utilisation du paiement contactless et du paiement contactless mobile. Donc, quand vous utilisez votre téléphone pour payer ou que vous mettez simplement la carte sur le TPE, l'usage a littéralement explosé. L'instant payment dont on parlait tout à l'heure en termes de taux d'adoption, vous avez aujourd'hui un peu moins de 20% des Français qui ont fait au moins un instant payment dans les 12 derniers mois, sachant qu'on ne fait pas tant de virements que ça, hein, nouveau. Donc, c'est beaucoup en termes de taux de pénétration.
Donc j'y crois beaucoup. La tendance nouvelle, un peu nouvelle, qui se rajoute depuis 3, 4, 5 ans peut-être, c'est que maintenant ça touche beaucoup le monde des entreprises aussi. C'est-à-dire les trésoreries d'entreprises, les SMB qui disent, et je rejoins un peu Non, mon sujet. les SMB se traduit par les PME, n'est-ce pas? Oui, pardon, les small and medium businesses, donc les PME, qui se disent, bah, moi aussi, j'ai un peu les mêmes sujets. J'ai besoin de savoir où est mon argent. J'ai besoin qu'il arrive instantanément là où je l'envoie ou de le recevoir instantanément quand on me l'envoie. J'ai besoin de pouvoir réconcilier mes flux entrants et sortants en appuyant sur un bouton, mes factures et mes transactions. Et donc voilà, je pense que c'est pas prêt de s'arrêter. Ludovic Francescoli. Oui, sur la digitalisation, effectivement, on a vu une statistique en France il y a assez récemment. La carte bancaire maintenant a dépassé les espèces dans le paiement, mais les espèces représentent encore près de la moitié des paiements quand même. Si on prend l'ensemble des paiements en nombre de paiements, c'est-à-dire que notamment C'est en France ou... en France, D'accord. ouais. On n'est pas forcément en retard par rapport à l'Europe. Donc il y a des paiements, il y a des pays effectivement où les espèces représentent beaucoup moins que ça, notamment les pays du nord de l'Europe qui sont plutôt early adopters sur les nouvelles technologies. Mais on a d'autres pays comme l'Allemagne ou l'Autriche où les espèces représentent encore quelque chose de encore plus important. Je crois qu'on est à 70% de l'ensemble des paiements. Donc les espèces sont encore présentes, mais c'est beaucoup de petits montants. Et plus on monte en termes de montants, plus on va aller sur la digitalisation. Il y a quand même, quand on parle de paiement mobile et d'usage des wallets, en France, on a dépassé les 20% de l'ensemble des paiements non cash, donc hors espèces, qui sont déjà faits avec un wallet. Et en fonction des banques, ça peut représenter des pourcentages beaucoup plus importants. À l'étranger, par exemple aux Pays-Bas, on discute beaucoup avec les banques néerlandaises. Aux Pays-Bas, il y a déjà plus de la moitié des paiements non cash qui sont faits via Apple Pay et Google Pay. Donc, et quand on sait que Apple Pay, sur chaque paiement, ponctionne des commissions à la banque, ça commence à coûter très cher aux banques et ça devient insupportable. Donc c'est pour ça que les banques aussi sont à la recherche de solutions alternatives à ces wallets GAFA Big Tech. Voilà. Et si on parlait un peu d'intelligence artificielle, hein, Jean-Guillaume? Là, comme ça, allez, allons-y. Qu'est-ce que vous êtes en train de préparer? Comment est-ce que vous voyez l'impact et l'éventuel déploiement de quelles solutions dans le marché? Ouais. Nous, ce qu'on voit pour l'instant dans l'intelligence artificielle, c'est quelque part quelque chose qui pour l'instant ne touche pas vraiment au produit, j'ai envie de dire. Le paiement reste un paiement. La partie agrégation de données, notre métier reste de l'agrégation de données. Mais par contre, tout ce qu'il y a autour est influencé. Et en ça, d'ailleurs, c'est un peu comme dans beaucoup d'autres industries, je pense. Donc nous, ce sur quoi on travaille, c'est la productivité du développeur équipé par Copilot. Il y a un aspect très particulier à notre métier qui est la maintenance des connecteurs. Aujourd'hui, derrière ce que je vous expliquais tout à l'heure, le fait d'appeler une banque à la demande d'un utilisateur, on connecte le consentement de l'utilisateur, on va se connecter à la banque soit par API, soit par web scraping pour récupérer la donnée ou demander une initiation de paiement. Ça veut dire qu'on maintient à peu près un peu moins de 4000 connecteurs. Donc 4000 API à maintenir auxquels on est connecté en permanence, qui changent tout le temps. C'est pas une vraie relation client-fournisseur. On n'a pas de contrat avec la banque dont on utilise l'API et honnêtement, la documentation n'est pas bonne du tout. Et c'est normal, c'est un coût pour les banques tout ça. C'est pas un service commercial qui est leur rapport. Donc ils n'ont pas. Voilà, je les comprends quelque part aussi. Et donc nous, on essaie de robotiser, de tester en ce moment, soit des agents, les deux d'ailleurs, les agents et des agents IA ou des LLM, pour optimiser la manière dont on maintient ces connecteurs. Et ça pourrait être une solution pour optimiser les taux de conversion qui sont déjà très hauts en matière de données, même si quand on est à 85%, on a envie d'aller chercher 95 d'ailleurs plutôt, on a envie de grappiller quelques points de plus. Le taux de conversion, dans le taux de succès d'un appel, le taux de succès d'une requête. Je disais tout à l'heure que sur l'initiation de paiement, c'est l'un des principaux blocages aujourd'hui. C'est un gros travail d'atteindre 60% et une approche presque customisée avec chaque banque pour lui dire comment est-ce que je peux grappiller quelques points de conversion chez vous, arrêtez de me bloquer ces flux, etc. On explique flux par flux pendant des heures. On se dit qu'avec des agents IA,
on peut parvenir à une analyse beaucoup plus individuelle de l'ensemble des cas d'échecs auxquels on est confronté côté banque, y compris elles-mêmes les alimenter et leur dire regardez, peut-être vous pourriez faire ci ou ça. Parce qu'en réalité, si on fait l'effort, elles sont à l'écoute. C'est juste que l'effort est considérable. Et du coup, en prenant un agent de codage semi-autonome, vous optimisez la gestion de chaque API individuel. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ça va nous permettre, par exemple, de détecter beaucoup plus vite un cas d'erreur ou un cas d'erreur qu'on ne connaissait pas encore, de commencer à l'interpréter et de proposer une solution. On ne va jamais rien mettre en production de manière automatisée, ça reste de l'IA supervisée, mais tout le travail d'investigation qui précède la partie développement peut être considérablement raccourci, ce qui permet à nos développeurs de partir directement sur le problème et la bonne solution, ou alors d'entrer, si c'est un problème qui est plus fonctionnel que technique, d'entrer en contact avec la banque pour leur dire, écoutez, ce cas-là, vous ne le faites pas passer, regardez, on a X éléments pour le montrer, ça nous paraît étrange, est-ce qu'on peut en discuter? Et souvent, il y a des solutions qui sont trouvables. Donc ça, c'est très intéressant, mais c'est très particulier à notre métier. Et puis sinon, il y a tout ce qui est, encore une fois, tout ce qui entoure le paiement, lutte contre la fraude, KYC, où là, voilà, ça ouvre des possibilités très importantes. Là-dessus, on va y revenir, mais peut-être justement sur la lutte contre la fraude, qui est le règne habituel de l'IA depuis du machine learning en particulier. Ça devrait vous concerner oui, très bien sûr. immédiatement. Donc, alors l'IA, c'est vrai que c'est... On se demande parfois où ça commence, où ça finit, mais bon, on va dire, nous, on a deux domaines d'application principaux de l'IA chez EPI Wiro. C'est pas compliqué. Tout ce qui est logiciel aujourd'hui s'appelle intelligence artificielle. Voilà, c'est ça. Qu'il y ait un réseau d'apprentissage quelque part, profond ou non, est indifférent. Voilà. Donc, du coup, on a deux domaines d'application. Le premier, c'est effectivement la lutte contre la fraude et tout ce qui va tourner autour de l'AML et le KYC, en bon français. Dans ce domaine-là, on fait de la détection de fraude systématique, donc avec du scoring en temps réel de toutes les transactions Wiro. Et donc, évidemment, ce moteur de fraude, il utilise de l'IA et du machine learning. Et donc, il est apprenant. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est éprouvé déjà, qui fonctionne déjà. Enfin, on travaille avec un fournisseur qui fait déjà ça pour d'autres moyens de paiement. Et donc, voilà, ça fonctionne très, très bien. Il y a aussi un domaine sur lequel on est en train d'investiguer de plus en plus. Comme on a une application dans les stores, donc l'application Wiro, même si on délègue le KYC à la banque, on fait quand même des contrôles AML. Et donc, quand on a effectivement des hits AML, il faut être capable de vérifier rapidement si la personne est vraiment problématique ou pas. Et donc, voilà, donc l'IA est aussi une bonne manière d'accélérer ces processus pour obtenir plus d'informations et vérifier les informations plus efficacement. Donc ça, c'est tout ce qui va être autour de la fraude et AML. Il y a un autre domaine sur lequel on investigue, mais on n'a pas encore trouvé la martingale. C'est tout ce qui va être autour de la relation client et du support utilisateur, où là, effectivement, quand on a des demandes à nos services support, c'est important aussi de pouvoir répondre plus rapidement et d'automatiser. Mais restons pour l'instant sur la lutte contre le blanchiment, la fraude et le financement du terrorisme. De votre côté, comment est-ce que vous gérez ce domaine traditionnel de l'IA? C'est très similaire à ce qui est fait côté Wiro. Hein, et je pense vous développez vos propres solutions? Ça dépend, non. Ça dépend. Quand même, pour les grosses briques, comme ce qu'on appelle effectivement même pas comment est-ce qu'on dit en français pour le coup. Allez, le criblage des transactions ou les choses comme ça, donc le transaction monitoring. Nous aussi, on a recours à une solution extérieure. Et je pense que c'est ce que font la plupart des acteurs, mis à part les banques traditionnelles qui aiment bien avoir des solutions propriétaires. Mais effectivement, c'est un peu le même principe. Ça a toujours plus ou moins existé. Bon, ça fait 30 ans que ça existe peut-être, si ce n'est plus. Mais le fait de pouvoir le faire temps réel avec un moteur auto-apprenant, c'est très intéressant parce que la clé, c'est de détecter des comportements atypiques qui doivent générer une alerte qui va être étudiée par des gestionnaires de risque ou des analystes fraude, par exemple. Donc évidemment,
traditionnellement, ça marchait selon des règles statiques. Un virement supérieur à tel montant qui succède à un premier virement de tel montant, c'est atypique. Boum, je crée une alerte. C'était statique. Grâce au machine learning, où on va pouvoir voilà, auto-apprendre les comportements vraiment atypiques et du coup générer des alertes plus ciblées. Et puis peut-être aussi un peu moins de faux positifs. Hein. Le problème classique dans ces métiers, c'est que vous allez créer 1000 alertes, dont 999 faux positifs, et au milieu de toute cette pile qu'il faut descendre, parce qu'on a par ailleurs des obligations réglementaires sur le délai dans lequel on doit les traiter, etc., eh ben, il faut trouver celle qui est vraiment un vrai sujet. Donc l'IA là-dessus est très utile. Et donc, au-delà de la ML ou la BFT, vous disiez, Ludovic, qu'il y a d'autres domaines d'application? Oui, c'est surtout autour de la relation client et du support utilisateur, que ce soit pour nos banques, donc quand effectivement on a des demandes qui viennent de la banque ou directement des consommateurs, pour le support principalement sur notre app Wiro. Là, on est dans la catégorie générale du support client. Oui, voilà, tout à fait. Donc, mais alors, quand Klarna, par exemple, annonce qu'ils vont licencier 900 personnes qui correspondent, je vais me tromper, mais je crois à plus de la moitié du personnel de leur centre d'appel, c'est vous, ça vous évite d'en monter un? Enfin, comment est-ce que ça se gère, ça? Alors nous, on n'a pas de centre d'appel, on n'a pas prévu d'en avoir un. On s'appuie principalement sur ceux des banques, qui sont nos membres. Et donc, quand on paye avec Wiro, on utilise d'abord son compte bancaire. Donc, d'abord, on contacte sa banque. Mais s'il y a un problème qui est lié à notre service à nous, ou notre app, etc., effectivement, ça nous remonte. Et là, l'objectif, c'est de pouvoir répondre le plus rapidement possible. Mais ouais, on n'a pas de centre d'appel. Vous n'avez pas de centre d'appel non plus, Jean? Non, on a un support client, mais qui est B2B quelque part. Oui, voilà. Ce sont nos clients qui s'adressent à l'utilisateur final en utilisant notre techno. Mais sur l'exemple de Klarna, c'est peut-être faux ce que je dis, mais je pense que c'était une annonce un peu opportune. Mais ils n'ont pas tort d'avoir fait ça forcément. Hein, mais au moment de la hausse des taux, tous les acteurs du BNPL ont vu un retournement de leur compte des résultats hyper massif, des pertes qui ont explosé. Et ils avaient besoin de liquider leur centre d'appel. Et pour que ce soit plus sexy, et ils ont fait annonce, porter le chapeau à l'IA. ils ont dit c'est grâce à l'IA, mais je n'y crois pas tellement. En fait, tout ça précède largement l'IA. Ça fait longtemps que dans la profession bancaire, on sait, dans la banque dans laquelle je travaillais avant, c'était un peu les mêmes constats, que pas loin de 2 tiers des sollicitations des centres d'appel et des conseillers concernent des questions du type quel est l'horaire d'ouverture de l'agence ou puis-je prendre un rendez-vous. Donc c'est des choses qui ne nécessitent en réalité pas du tout d'intervention humaine et qui peuvent être robotisables avec un gain de temps considérable et en réalité un gain du X même pour l'utilisateur qui va avoir tout de suite sa réponse et tout de suite son rendez-vous sans avoir à passer 10 minutes au téléphone en faisant la queue avec la musique d'ascenseur. Donc je pense que c'est ça qu'ils ont fait. Avec, à mon avis, peut-être de l'IA, mais de l'IA génération d'avant, de type chatbot. Il n'y a pas besoin pour faire ça d'un super chat GPT. Mais quand on a préparé cet entretien, j'ai appris que Bowens a un usage plus original quand même. Vous utilisez l'intelligence artificielle pour suivre les indicateurs financiers qui permettent d'accorder le crédit ou non, et même pour la ludopathie, comme on dit en bon français pour parler des whales, je suppose. Oui, c'est juste. Une partie de la valeur ajoutée qu'on essaie d'apporter, alors là on est plus dans la partie données que dans la partie paiement, hein. Mais dans notre métier d'agrégateur de données, on essaie de faire plus que de restituer la donnée brute. Parce que pour que cette donnée soit exploitée, notamment dans des contextes de scoring ou de conseils financiers, comme je disais tout à l'heure, il faut qu'elle soit claire. Et donc si vous avez une liste de transactions avec des plus et des moins, c'est un premier niveau d'information financière, mais c'est intéressant de pouvoir interpréter le profil de la personne, y compris pour lui restituer. Donc, où est-ce qu'elle dépense, pourquoi, de quel type de dépense il s'agit. Donc, derrière ça, il y a une mécanique qui s'appelle la catégorisation, qui est qu'à partir de l'information dont on a sur la liste de transactions de la banque, on va essayer de dire, ben ça, c'est plutôt du divertissement, du restaurant, du remboursement de crédit, un incident de paiement, un virement à la famille, des choses comme ça. C'est pas évident. C'est pas aussi. En fait, en réalité, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est très 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 loin d'être normalisé d'une banque à l'autre, et sans parler d'un pays à l'autre. Donc cette catégorisation, c'est quelque chose sur lequel tous les acteurs de l'open banking travaillent depuis que l'open banking existe. Ça fait quand même au moins une bonne dizaine d'années.
Mais c'est vrai que là-dessus, l'IA, on espère que ça va nous rendre plus intelligents. Et nous, c'est un des sujets sur lesquels on est en train d'investir. C'est encore au stade de R&D, mais on s'attend, comme il s'agit d'interpréter des centaines de milliers, si ce n'est plus, de transactions pour identifier des patterns, on se dit c'est quand même ça ressemble à un truc qu'une IA devrait savoir faire. Avant de vous prier de les applaudir, mesdames et messieurs, avez-vous des questions pour Ludovic Francesconi ou Jean-Guillaume et Jean-Guillaume? Eh bien, il vous reste qu'à les applaudir alors. Je vais prier Rebecca Mas et François Béchu de venir sur scène, mais vous, messieurs, n'allez pas trop loin parce qu'il se pourrait bien que François Béchu soit directeur à la COS et Rebecca Mas de l'IRA aient peut-être des questions pour vous. Jean, restez au premier rang. Jean au premier rang. François Béchu. Je me suis fait reprendre parce que vous n'êtes pas que sous-directeur. Vous êtes sous-directeur d'un truc très particulier à la COS. Et qu'est-ce que c'est que la COS, d'ailleurs? Alors, la COS, bonjour à tous, pardon, c'est l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, et donc qui est également la caisse nationale du réseau des URSSAF. Donc, je suis personnellement sous-directeur en charge de la gestion de trésorerie locale et des relations bancaires au sein de notre établissement public administratif. La COS, donc l'URSSAF Caisse nationale, a plusieurs missions, notamment celle de gérer la trésorerie et de financer la protection sociale au quotidien. Nous avons aussi pour mission de garantir les droits sociaux et l'équité entre les acteurs économiques et d'accompagner les entrepreneurs et les employeurs au bénéfice du développement économique et social. Donc, notre activité va consister à collecter les cotisations et contributions sociales de près de 27 millions de salariés, plus de 11 millions d'entrepreneurs et d'employeurs. Ça va représenter, en matière de paiement et d'encaissement, quelques 70 millions d'opérations pour, en 2024, environ 475 milliards d'euros encaissés sur le secteur privé. Alors vous, ça ne vous impressionne pas, mais moi, je trouve ça vertigineux. Ouais, au début, oui, c'est un petit peu vertigineux. Ensuite, c'est assez grisant. Et in fine, ce ne sont que des chiffres. Voilà. L'enjeu, il est bien évidemment de pouvoir apporter une sécurité totale sur nos opérations, de couvrir un certain nombre de risques. Donc, on a une palanquée de plans de continuité d'activité, notamment pour couvrir le risque de cyberattaque. On a un réel enjeu de rapidité, de fluidité dans nos transactions, parce que chaque euro recouvré va être utilisé le jour même, en quelques heures, pour verser des prestations sociales, puisqu'on a donc le rôle de gestion de la trésorerie du régime général de sécurité sociale, et donc on a en tout 835 attributaires, et on doit pouvoir alimenter les comptes bancaires de tous les organismes en charge de versement de prestations, donc l'assurance maladie, les pensions retraite, les allocations familiales et des dépenses liées à l'autonomie. Donc on a un vrai enjeu de sécurité opérationnelle pour pouvoir à tout moment alimenter ces de sécurité et de complexité, simplement. Enfin, de complexité, oui, en effet. Donc il y a un vrai sujet de fluidité. On a un enjeu aussi autour de la qualité de service aux usagers. Donc c'est là où justement ça fait le lien avec l'événement de ce matin, de pouvoir apporter des solutions de paiement qui soient, j'ai envie de dire, à l'état de l'art de ce que peut proposer la place. Donc on a pour ce faire engagé des travaux de veille, de prospective, et notamment par notre contribution ponctuelle aux travaux du CNMP, où on est aussi beaucoup client de ce qui peut être échangé au sein de ce comité national des moyens de paiement qui est piloté par la Banque de France, et qui nous permet d'anticiper les évolutions réglementaires, les évolutions technologiques. Et c'est par ce biais que on a été, il me semble, parmi les premiers à lancer dans nos parcours de paiement
cette solution d'initiation de paiement permise par l'open banking. On est arrivé assez tardivement sur la carte bancaire, puisqu'on a proposé ces solutions de paiement carte bancaire seulement en 2014. Donc voilà, quelques années après la création des paiements cartes. Mais sur l'initiation de paiement, alors on a identifié un vrai sujet de fluidité, de sécurisation, de limitation de la fraude, alors que l'URSSAF ne subissait pas directement, mais pouvait subir indirectement par des usurpations d'identité, des faux courriers transmis par des fraudeurs. C'est-à-dire que je fais payer la boîte à côté? Enfin, comment ça marche? En gros, c'est un fraudeur qui envoie un faux courrier URSSAF avec des coordonnées bancaires qui ne sont absolument pas celles de l'URSSAF. Donc notre discours, grâce à l'initiation de paiement, c'est l'URSSAF ne vous enverra plus ces coordonnées bancaires pour payer par virement, parce que ça reste un schéma qui existait. Hein. On a certaines grandes entreprises qui ont une obligation de paiement par virement, et on était de ce fait, on est toujours un peu amené à quand même communiquer nos coordonnées bancaires, mais l'idée c'est bien de passer par ces solutions totalement dématérialisées et qui visent à sécuriser ces paiements. L'objectif aussi derrière l'initiation de paiement par virement, c'est de pouvoir avoir une meilleure efficience budgétaire. Je l'ai dit, on a intégré la carte bancaire en 2014. Ça a permis de dématérialiser un nombre très important de paiements qui étaient toujours opérés par chèque. On en a toujours. On est sur une tendance à environ 500 000 chèques d'ici fin 2025. C'est assez peu comparativement aux quelques 5 millions de chèques qu'il y avait encore quelques années, tout juste pré-Covid. Donc on est assez content de cette diminution qui est de l'ordre des plus de 30% tous les ans. Et ça, c'est bien par l'apport d'une palette de paiements digitaux suffisamment importante qui va répondre aux différents besoins de nos usagers. L'initiation de paiement va nous permettre aussi, on l'espère en cible, de transformer les quelques chèques qui restent vers un paiement par virement initié depuis une solution partenaire. L'IRA, je laisserai Rebecca par la suite. Ça peut être un bon moment pour revenir ensuite. Oui, alors je voulais juste finir mon propos sur le fait que, en termes d'efficience budgétaire, avoir des paiements initiés depuis une solution PIS, Payment Initiation Service, au parcours totalement similaire à un paiement carte, c'est juste que pour nous, c'est des commissions interchange qu'on n'a plus à payer. Et donc, on a un vrai vecteur d'économie de coût de gestion. Et c'est plutôt une bonne chose pour le public. Oui, bien sûr. Vous l'avez chiffré? Alors, on ne l'a pas chiffré. Ce qu'on sait dire, c'est que la carte bancaire, qui représente 5% du volume d'opération de l'URSSAF, représente 80% de la facture bancaire. Là, on est sur une bonne progression sur le volume de virement, où on a 150 000 opérations qui ont été opérées depuis un an. Bon, c'est sur un développement progressif sur différentes catégories d'usagers, mais on est assez satisfait de cette progression. On n'a pas encore suffisamment de recul pour analyser quels paiements PIS sont une transformation d'un paiement habituellement opéré par carte par tel ou tel usager. Donc c'est toute une analyse qu'il nous faut pouvoir mener pour aussi accompagner les usagers. Mais on a de très bons retours. Ça a été évoqué, il y a quand même un sujet au sein de la place, et je pense que c'est partagé largement par Rebecca, de fiabilisation des API bancaires, où, contrairement à des marchands, on n'a pas un panier qui reste en suspens. Il faut payer les cotisations et contributions sociales, donc il y a toujours derrière un taux de conversion. Le panier reste pas... Voilà, c'est ça. Une espèce d'obligation de résultat de voilà. la façon de la transaction. Ouais. Donc, mais on est assez sensible quand même à l'expérience utilisateur. Un utilisateur qui va aller pour une première fois sur un paiement PIS,
s'il y a un échec, bah, il va pas y retourner ou il va avoir plus de mal à y retourner. Mais dès lors que l'usager a pu opérer sa transaction, on a des très bons retours. On a des très bons retours sur la fluidité. Voilà. Bon, Rebecca, je retiens de ce que vient de dire François que vous contribuez à faire des économies à l'État et à résoudre et à combler le trou de la Sécu. Mais peut-être avant toute chose, avant de parler de la politique du PiS, un mot sur l'IRA, Network, Collect, l'IRA. Ok. Donc l'IRA, c'est on va dire, je dirais pas un vieil acteur du paiement, on va dire un acteur mature du paiement, puisqu'on a été créé, la société a été créée en 2001. L'objectif de l'IRA, le premier métier de l'IRA, c'était de sécuriser les transactions de paiement en premier lieu sur tous les paiements entre les banques et les commerçants en proximité, tout ce qui était in-store. Et en 2010, on s'est mis sur la sécurisation des paiements en ligne. Donc on était ce qu'on appelle un passerelliste. On peut appeler ça aussi, on fait ce qu'on appelle l'acceptation des paiements. On va aller de la validation du paiement à l'acheminement des flux d'informations entre la banque et le commerçant et le porteur, enfin entre tout cet écosystème du paiement sur une transaction. En 2017, on a décidé de rajouter un peu de valeur à ce parcours de transaction puisqu'on a été agréé établissement de paiement. Et donc, c'est à partir de cet établissement de paiement, l'IRA Collect, société sœur de l'IRA, qu'on a en 2020-2021 déployé l'initiation de paiement. Donc, François, quand tu dis que tu étais dans les premiers, je crois que tu as mis l'initiation de paiement en 2021 chez l'IRA, c'était au moment où on a obtenu l'agrément. Tu étais dans les pilotes avec toutes les phases de démarrage que ça peut comporter. Aujourd'hui, pour donner quelques chiffres, l'IRA est présente dans 3 continents. Donc, on est très présent au LATAM, en Europe et en Inde. On processe environ 20 milliards de paiements par an. Et on a 255 000, on va dire, sites web sur lesquels on est présent, pour lesquels on offre des pages de paiement. Alors, pas forcément en direct, puisque notre cœur de métier, c'est pour ça qu'on n'est pas toujours très connu, c'est de travailler en marque blanche auprès des banques. Et c'est à travers elles qu'on processe une très grosse partie des transactions. Mais alors, donc vous êtes directement concurrent de Powens pour ce qui est d'initiation de paiement, que je comprenne. On peut dire ça, mais on couvre pas tout de suite. Non, on couvre pas tous les use cases. Nous, on est quand même très spécialisé dans les transactions entre des commerçants et des clients. Et c'est pour ça qu'on rencontre pas tout à fait les mêmes difficultés. On a moins de taux d'échec, je pense, pour plusieurs raisons. Déjà, la fraude, je suis d'accord, il y a pas mal de taux d'échec sur la fraude. Nous, c'est effectivement la qualité des API qui est quand même assez médiocre, qui était assez médiocre au départ, qui commence à s'améliorer parce qu'il y a aussi, on ne va pas se mentir, de manière transparente, des dénonciations auprès de la place ou auprès de la CPR quand les banques ont des mauvais cas d'usage ou des mauvaises pratiques sur notamment les statuts des API, les retours des statuts, puisqu'on a pas mal de choses qui nous arrivent. On reçoit un statut, la transaction est validée, puis finalement le paiement n'arrive jamais. On reçoit des statuts où le paiement arrive, mais la transaction est en statut refusé. Donc on a plein de petits cas comme ça qui rendent finalement le parcours un peu compliqué pour les commerçants. Et donc vous vous rejoignez pour faire haro sur l'API. Oui, je pense qu'on peut dire ça. Même si ça s'améliore beaucoup, les banques qui avaient le plus de difficultés sont arrivées à des niveaux bien plus acceptables de taux de réussite du parcours de paiement. Et aussi, ce qu'on constate aussi, c'est que la difficulté chez nous, en tout cas, elle est beaucoup dans les transactions cross-border, ce qui est beaucoup moins le cas sur du paiement franco-français, du paiement domestique. Et c'est aussi peut-être pour ça que l'URSSAF, ça a bien mieux marché que pour n'importe quel autre commerçant. Et par rapport à Wero ? Alors, on travaille beaucoup avec Wero. Vous comprenez pourquoi je les ai gardés pas loin ? On se connaît bien. J'ai vu Wero la semaine dernière. Par rapport à Wero, donc, je pense que c'est une solution. L'avantage, on va dire, de Wero, pas faire de pub, mais l'avantage de Wero, quand même, c'est que ce n'est pas un moyen de paiement qui nécessite une licence ou un agrément auprès de la Banque de France. Et ça change quand même pas mal les choses, dans le sens où la Banque de France a beaucoup encadré l'initiation de paiement sur plein de choses, des reportings, des contrôles, des assurances, des seuils, etc. Wero, c'est un vrai moyen de paiement, entre guillemets, indépendant, qui, dans sa logique, quand même, a été pensé sur des choses qu'on connaît beaucoup, que ce soit au niveau qu'on retrouve sur de la carte, etc.
Wero, quand il va être lancé, nous, pour la partie commerçante, par exemple, tout de suite, c'est une transaction et un remboursement qui ont été imaginés. Alors que l'initiation de paiement, à la base, c'était une transaction. Débrouillez-vous pour faire ensuite le remboursement. Donc ça a quand même été un peu costaud pour se dire, ah, le moyen de paiement n'a été pensé que dans un sens et pas dans l'autre. Ce qui n'est pas le cas sur, par exemple, un moyen de paiement comme Wero. Ce seront, je pense, des moyens de paiement complémentaires. Peut-être même sur certaines zones aujourd'hui, puisque Wero va se déployer, on n'en a pas parlé, mais surtout dans l'Europe du Nord. Donc il y aura peut-être d'un côté l'Europe du Sud encore avec les moyens de paiement locaux, Bizum, MBWay pour le Portugal, Bizum pour l'Espagne, et peut-être côté moyen et l'initiation de virement, et côté moyen de paiement dans le Nord, on aura peut-être une prédominance, je l'espère, de Wero en tout cas, qui pourrait nous affranchir effectivement des frais Visa, Mastercard, parce que ce qu'on ne dit pas aussi, c'est que c'est cher pour le commerçant, mais c'est extrêmement cher pour l'établissement de paiement aussi. C'est-à-dire vous. C'est-à-dire nous. Voilà. Ça nous coûte les moyens de paiement les moyens de paiement autres que Visa, Mastercard nous coûtent aussi beaucoup, beaucoup moins cher. Pour vous, le moyen de paiement est neutre? Vous avez... Je veux dire, est-ce que sur ce point de Wero, de votre point de vue de client final, si j'ose dire? Alors, je ne suis pas sûr de comprendre la question, mais le client final, nous, ce qu'on cherche, alors, on a des différentes typologies d'usagers. On a des grandes entreprises ou des employeurs qui font des déclarations sociales nominatives au sein desquelles on va avoir un bloc de paiement associé qui va se traduire derrière par un télépaiement qui se transforme en prélèvement SDD. On a des travailleurs indépendants qui sont prélevés sur la base du résultat de l'année précédente sur un échéancier de prélèvement qui fait l'objet ensuite de régularisation en fin d'année. On a des auto-entrepreneurs qui vont faire de la déclaration mensuelle, trimestrielle avec un paiement associé. Et c'est là où justement on a plusieurs solutions qui vont être proposées, soit du télépaiement qu'on aime bien parce que ça coûte pas cher, ça coûte rien. Le paiement ne coûte rien à nos usagers. Hein. C'est vraiment l'État qui prend la charge de quel que soit le paiement utilisé par l'usager. Mais c'est vraiment sur la catégorie des auto-entrepreneurs, on va commencer à avoir une palette de paiements un peu plus large avec du télépaiement, de la carte bancaire, de l'initiation de paiement par virement. Et puis après, on a toute une palanquée d'autres catégories d'usagers, que ce soit les artistes auteurs, les diffuseurs, les marins, etc. Là aussi, on essaye de proposer une palette de paiement qui va répondre à des besoins, à des parcours amont d'enregistrement, de déclaration, qui doivent derrière apporter un paiement le plus fluide possible dès lors que c'est le dernier acte réalisé par l'usager. En termes d'innovation, on est nous aussi très intéressés par ce que propose Wero. Ça sera d'ailleurs l'objet d'exigences dans nos prochains marchés d'acquisition de plateformes de paiement, de pouvoir en cible, pas tout de suite, mais en cible, être en possibilité, si les cas d'usage préidentifiés se confirment, proposer des paiements Wero. Hein. J'identifie par exemple un certain nombre d'usagers, notamment travailleurs indépendants, qui sont toujours sur des paiements par chèque, à qui on envoie de fait un coupon chèque pour faciliter quand même la réception et la réconciliation entre le support non dématérialisé et le compte usager, de remplacer en cible un coupon chèque par un QR code Wero, par exemple, me semble être là aussi un très bon vecteur pour pouvoir basculer les quelques récalcitrants vers des solutions dématérialisées. Mais dans les faits, notre stratégie, c'est de pouvoir offrir une palette de paiement qui soit la plus large possible, mais surtout qui réponde aux besoins de nos différentes typologies d'usagers. Et alors, si j'essaye d'être un peu moins flou dans la question que j'essayais de poser, moi, ce que j'en ai compris, c'est que votre système d'information se branche sur celui de l'IRA, qui vous ouvre ensuite à l'ensemble des systèmes d'information des banques. C'est bien cela, oui. Et après, ça se complique.
Et après, ça devient des histoires de c'est pas crédit de transfert et passé. Non, alors justement, non. Non. Enfin, Alors, non, justement, ça se complique pas. Ah. C'est bien l'objet. C'est grâce à vous, Rebecca. En principe, oui, ça se complique pas. Hein, donc, Non, non, justement, c'est bien l'objet. C'est que typiquement sur une solution carte bancaire, bon, bah, il y a pas de sujet. On émet une transaction carte et nous, on sait quel est l'usager qui a payé par carte, donc on enregistre le crédit automatiquement. Sur un virement, avant les solutions d'initiation de paiement par virement, on était obligé de transmettre nos coordonnées bancaires, de demander à ce que l'usager saisisse une référence d'opération qui est assez complexe, mais qui doit derrière répondre à des règles de gestion techniques et métiers pour affecter le crédit sur la bonne période, sur le bon compte, etc. Ça, c'est vraiment typiquement quelque chose qui faisait souvent défaut. Et derrière, on avait des outils, on a des outils de reconnaissance automatique, mais bon, quand il n'y a absolument aucune donnée, ça reste compliqué. Donc on avait un vrai sujet d'affectation manuelle derrière qui disparaît totalement grâce à la solution de l'initiation de paiement, puisque c'est notre système d'information qui dorénavant va transmettre à notre prestataire de paiement toutes les informations attendues, la date, le montant et surtout la référence d'opération, par notre système d'information en réception pour affecter automatiquement le paiement. Donc on est vraiment sur une fluidification de bout en bout de toute la chaîne de paiement par virement. On est sur les débuts parce qu'effectivement, en France, le virement, c'est pas le moyen de paiement prédominant en France, le virement. Contrairement à d'autres pays internationaux, je pense par exemple à l'Inde avec UPI qui fonctionne sur le paiement, Wero qui a racheté Payconic qui fonctionne aussi exclusivement sur du virement. C'est des pratiques très très courantes dans les autres pays européens internationaux qu'on avait beaucoup moins bien appréhendées en France. Et c'est vrai que l'initiation de paiement, c'était le premier pas sur cette industrialisation du virement de manière à ce que les utilisateurs puissent s'en servir, les utilisateurs et puis derrière les marchands puissent s'en servir de manière industrielle. Eh bien, l'heure de votre question préférée, Rebecca, celle des perspectives pour l'IA, vers l'IA se rapproche. J'ai quand même, avec votre permission, commencé par François, parce que vous avez même reçu un prix pour votre modèle de machine learning. C'est ça. L'URSSAF a pris le train, on va dire, de l'IA dès 2023. Il y a une vraie démarche qui vise à pouvoir améliorer et transformer les services de l'URSSAF et d'améliorer l'efficacité de nos processus et de nos activités. Cette démarche a permis de mettre en production 3 projets liés à l'intelligence artificielle. Donc en effet, on a ce modèle de machine learning qui a été développé en interne par des ressources, des compétences internes et qui vise à pouvoir améliorer les prédictions d'encaissement du circuit privé, enfin du circuit d'encaissement de cotisation du secteur privé. Donc ça représente quand même 80% de nos encaissements, donc environ, je le disais tout à l'heure, plus de 400 milliards d'euros. Et ce modèle de machine learning qui va donc se baser sur les mois miroirs, sur l'apprentissage opéré sur tout un passé, toutes les données d'indicateurs de gestion d'encaissement que l'on peut avoir, le modèle a permis d'améliorer de 5% notre prédiction d'encaissement. Donc en effet, ça a été primé au trophée FTE de fin 2024, également par l'Association internationale de la sécurité sociale, et on a pu en faire une présentation à l'EACT, qui est l'équivalent européen de la FTE. Donc c'est quand même une petite fierté, et ça permet vraiment d'améliorer notre activité de prévision de trésorerie. On a aussi sur les activités de financement et au niveau du middle office mis en place et développé avec un partenaire dans un environnement sécuriser un outil qui permet de faciliter la réconciliation avec nos contreparties, de faire de la détection d'anomalies
in fine, voilà, d'avoir pu automatiser un certain nombre de tâches pour ne traiter ensuite que des anomalies et bénéficier du gain de temps pour nous consacrer à des opérations à plus forte valeur ajoutée. Et enfin, la dernière initiative en matière d'IA au sein de l'URSSAF, c'est un outil d'IA générative qui va être utilisé au sein du réseau des URSSAF dans un environnement sécurisé pour là aussi accompagner les collaborateurs dans leurs opérations et améliorer le service in fine rendu aux usagers. Donc un usage interne. En usage interne, il y a un vrai sujet bien évidemment de sécurité des données. On ne peut pas utiliser ChatGPT, on a quand même un volume de données sensibles très important, donc on est vraiment sur une solution interne qui a été testée dans un premier temps par l'URSSAF Auvergne et qui est dorénavant déployé au sein du réseau. Après, à ce stade, on n'a pas intégré l'IA dans nos actes de paiement en tant que tel. Il y a un sujet d'apport de l'IA sur la fraude. Nous, la fraude, on l'a subit plutôt sur le volet déclaratif, le travail illégal. On commence à l'observer de plus en plus sur les offres CESU-Page et on a tout un dispositif aujourd'hui qui... Sur les offres comment ? CESU et Page. Ah oui. Voilà, qui sont des offres de services URSSAF pour lesquelles voilà, on observe des tentatives d'usurpation d'identité et de l'intrusion dans des comptes usagers, pas dans notre système d'information, mais sur des comptes usagers après piratage de mots de passe et d'identifiants. Et vous allez servir de cheval de Troie en quelque sorte. Et donc voilà, on essaye de mettre en place toutes les parades possibles pour lutter contre la fraude. En cible, intégrer l'intelligence artificielle pour permettre de détecter toutes les anomalies en amont du paiement, parce que la fraude évolue très vite, et donc on a besoin de rester là aussi encore un peu à l'état de l'art de ce que peut proposer est-ce que la techno. Est-ce que la digitalisation, donc l'initiation de paiement dont nous parlions tout à l'heure, facilite ce genre d'utilisation de l'IA ou c'est rails distincts? Non, de mon point de vue, alors utilisateur de solutions d'acquisition de paiement, c'est à mon niveau de rails distincts, mais je laisserai les prestataires de paiement nous dire comment ils pensent pouvoir intégrer l'IA dans les solutions qu'ils proposent. Je pense qu'en effet, ça tombe bien, on en a 3 de prestataires de paiement sous la main. Rebecca. Alors déjà, avant de discuter de comment nous on l'utilise, on peut juste parler de comment on la combat. Nous, on est accepteurs de solutions, de transactions, donc on est très souvent confronté à de l'IA sur des tentatives de cyberattaques, etc. Donc il faut qu'on soit toujours très, très au fait de ce qui se passe sur l'IA pour pouvoir la combattre tous les jours, puisque les attaques, il y en a très, très régulièrement. C'est plus une menace qu'une solution. Alors, pour l'instant, c'est les deux, mais c'est beaucoup une menace. Clairement, on a fait un petit exercice dont j'étais actrice il y a quelques mois. Notre président a appelé, on était tous ensemble, toute l'entreprise était réunie. Il a passé un appel, enfin, quelqu'un a passé un appel confirmant qu'il était à la gendarmerie parce que j'avais détourné des fonds. L'imitation de la voix était incroyable. Le ton, les mots, etc. Donc ceux qui ont généré cette IA, ils avaient pour mission d'utiliser une IA gratuite. Ils avaient, je ne sais pas, un budget de 4-5 heures pour le faire. Et moi, je devais jouer le jeu, me lever et partir en courant. Ça a été la panique dans la salle puisque tout le monde y a cru, ce qui est très déceptif d'ailleurs, puisque j'ai une probité à toute épreuve. Vous allez libérer après ? Pardon ? On vous a libéré après ? En fait, le danger pour moi était que des gens me souhaitent m'arrêter parce qu'il y avait un « arrêtez là, arrêtez là ». J'ai couru dans la salle et on avait tous très peur qu'on me plaque au sol. Donc, ça n'est pas arrivé, mais voilà, l'IA, on y travaille parce qu'il faut la combattre. On en a un tout petit peu dans nos solutions, mais je dirais que c'est de la vieille IA, c'est le machine learning. On est quand même un petit peu méfiant sur l'IA dans le sens où, alors aujourd'hui, on a peu de besoins puisqu'on a un taux de fraude qui est d'avoisinant les 0,02%, donc c'est quand même très très faible.
Et on se méfie de l'effet boîte noire de l'IA, c'est-à-dire que derrière, il faut pas que la connaissance sur la fraude, les cas de fraude, la connaissance de l'être humain soit perdue à travers une IA qui n'est pas... L'IA, c'est aussi fiable qu'un être humain, c'est-à-dire que ça peut se tromper. Il ne faut pas croire que c'est parce que c'est un ordinateur qui le génère qu'il est plus intelligent ou plus fiable qu'un être humain. Donc ça, c'est aussi important que la connaissance, le management de la connaissance reste détenu par des êtres humains. Et on n'a pas encore trouvé de solution qui ne soit pas effet boîte noire sur l'IA. Donc on le distille avec une extrême parcimonie dans nos outils de fraude et de l'ABFT aujourd'hui. Y a-t-il une question dans la salle? Parce que sinon, je vais laisser mon micro à Jean-Guillaume puis Ludovic Francesconi pour poser une question si ça leur chante, mais surtout pour leur poser votre question, Rebecca. Faut-il se méfier de l'IA et de ces boîtes noires en particulier? Jean-Guillaume. Je suis assez... en regardant par là-bas, pour le titre. Il faut que vous soyez... Venez, Jean, venez par ici, parce que la caméra est juste là. Ah oui, sinon, on ne vous verra pas je vais me mettre, sur Internet. Bon, voilà. Vous pouvez parler debout. Tu peux me mettre debout aussi. Non, je suis très en phase avec ce qui vient d'être dit. Sauf dans des cas très particuliers, on est quand même sur de l'IA supervisée. De la productivité, en fait. Hein. On fait gagner du temps et de l'intelligence à des fonctions qui existent déjà et qui ont besoin de temps, mais qui ne doivent pas perdre leur intelligence. Et puis, encore une fois, moi, sur le paiement, une fois, on a toute une partie de notre métier qui est data, là, c'est encore un peu autre chose. Mais parce que travailler des grandes masses de données a toujours été intéressante pour ça. Mais dans le paiement, quel que soit le moyen de paiement qu'on regarde, le scheme, la solution, à la fin, le sujet, c'est de faire passer des fonds d'un point A à un point B avec... voilà, des autorisations, des compensations, des protocoles d'échange entre contreparties pour qu'on se reconnaisse bien. On va retrouver des éléments comme ça un peu partout. Pour être tout à fait honnête, je ne suis pas sûr que l'IA soit une rupture sur ces aspects-là très fondamentaux du paiement et je vois pas pourquoi. Donc ça va plutôt être autour la productivité en matière de fraude. En tout cas, c'est une rupture dans la communication, ça je vous l'assure. Voilà. En tout cas, c'est dans la com, ça c'est sûr. Ah oui. Ludovic Francesconi, même cause, même punition, même micro, mais restez là, Jean, au moins pour la photo de famille. Donc la question, c'est par rapport à l'IA utilisée. Faut-il se méfier de l'IA? Va-t-elle apporte-t-elle pour l'instant plutôt une recrudescence des attaques que des moyens de défense? Et en plus, que faire de ces boîtes noires? Là-dessus, on est d'accord qu'effectivement, il y a tout ce qui est ingénierie sociale, donc il y a les arnaques au président, mais il y a aussi toutes les attaques qui sont devenues aujourd'hui... ça a un nom, c'est l'arnaque au président, comme il y a l'arnaque au conseiller maintenant. Oui. Donc le quotidien des utilisateurs, des consommateurs, donc tout ce qui est attaque de phishing, de scamming, je ne sais plus comment on les appelle, mais en tout cas, les messages frauduleux qu'on reçoit se sont professionnalisés, vraiment, et notamment grâce à l'IA. Voilà, nous, on est très très mobilisés avec nos banques, avec nos membres sur ces sujets, parce qu'il faut renforcer, et donc la Banque de France le fait aussi, il faut renforcer la pédagogie auprès des utilisateurs pour qu'ils comprennent que ce sont des messages frauduleux et donc pas tomber dans le panneau à chaque fois. Et donc on fait aussi notre part de pédagogie pour éveiller l'attention, mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est de plus en plus compliqué parce que ces messages paraissent réels. Voilà. Rebecca Mas, puis François Béchu pour le mot de la fin. À moins que je ne vois une main se lever toujours. Rebecca. Le mot de la fin. D'accord. Là. Tac. Non, allez-y. Je poserai la question. Vas-y, pose la question. Bon, vous savez donc de ce que François a expliqué depuis tout à l'heure dans notre approche d'apporter toujours des services, amélioration dans nos services vis-à-vis des usagers et dans notre approche dynamique d'innovation. On cherche toujours à comment avancer, surtout en particulier ici, sur les questions des moyens de paiement. Moi, ma question, c'est, avec l'IA aujourd'hui, est-ce qu'on a intérêt, à ce stade, vu vos explications, c'est clair, à dire que l'IA, il faut y aller dans cette direction, mais
précisément dans celle-ci plus que dans l'autre. Au regard des questions que vous avez dit, il y a forcément des risques qui sont accrus du fait que la technologie va apporter encore plus d'autres problèmes qui sont des problèmes qu'on ne maîtrise pas encore. Alors, est-ce que si on doit y aller, qu'est-ce que ça va entraîner pour nous derrière? Et quels sont les impacts concrètement en termes d'organisation, en termes d'engagement, et est-ce que ça va impacter aussi nos services tels que nous cherchons toujours à les améliorer? Et sinon, quel serait l'horizon à une deuxième question, qu'il faut qu'on s'attend à y aller, parce qu'aujourd'hui, les choses ne sont pas stables. On voit bien qu'il y a plein de solutions, mais si on doit s'engager, excuse-moi, 3 engagements différents, derrière, ça veut dire qu'en interne, il faut qu'on gère cette gestion organisationnelle en conséquence. Faut-il créer un hub en interne pour les interconnectés? Voilà, je ne sais pas si mes questions sont... Oui, Parfaitement clair. je pense que c'est clair en partie. Rebecca Mas. Ouais, je vais répondre en partie sur la partie IA. Alors, je vais faire une analogie un peu enfantine, mais aujourd'hui, l'IA, c'est un peu comme donner une calculatrice à un enfant qui apprend à compter. On va lui dire, tu n'as plus besoin d'apprendre à compter, il y a une calculatrice qui le fait. Non, il faut d'abord comprendre comment marche le système pour ensuite s'en servir. Donc, l'IA, je pense que c'est très, très intéressant. Et puis, on y va, nous aussi, hein, on réfléchit, mais c'est des réflexions qui sont quand même très techniques et surtout pour savoir dans quelle mesure ça nous dépossède de la connaissance, encore une fois. Donc, on y va sur les points où on est déjà très, très expert. C'est-à-dire que ça nous fait gagner de la performance sur des choses qu'on sait déjà faire nous-mêmes. Mais aujourd'hui, on le voit, le paiement va très, très vite. Hein, le STT, INS, etc. Les transactions vont de plus en plus vite. On a de moins en moins de temps pour analyser, pour travailler sur des transactions. Les structures de paiement, enfin, on prend de plus en plus de paiements. Aujourd'hui, on en prend 20 milliards. Demain, je ne sais pas combien. Ça, on va devoir être aidé pour pouvoir structurer tout ça. Mais on réfléchit à l'IA sur des domaines où on est extrêmement expert pour améliorer les performances et pas pour remplacer l'intelligence humaine. Voilà. Pour nous, c'est ça l'utilisation de l'IA aujourd'hui et c'est ce chemin-là qu'on prend. Tu aurais dû poser ces questions bien avant pour qu'on ait un petit quart d'heure pour en débattre. Mais il est 10h30. François Béchu, le bord de la fin. Alors, le mot de la fin, je suis très honoré d'avoir ce mot de la fin. Merci pour vos présentations à tous les trois. C'était très intéressant. Ça va nourrir aussi pour la Caisse nationale URSSAF nos futurs travaux en matière de veille, comme je l'évoquais. On est très sensible et très attentif à ce que peuvent proposer nos partenaires, hein, que ce soit nos partenaires bancaires, mais aussi nos prestataires. Voilà, il y a un certain nombre d'évolutions autour de l'IA sur lesquelles on va poursuivre nos travaux. Et puis aussi, au-delà de l'IA, hein, l'évolution de la réglementation, ça a été évoqué tout à l'heure, le verification of pays. C'est pas... Alors, je pense que derrière, il y a certainement de l'automatisation, de la digitalisation, de l'intelligence artificielle sur les contrôles qui vont être opérés, mais on est très en attente des fonctionnalités qui pourront être offertes sur le verification of pays, hein, qui permettra de vérifier la cohérence des données à l'émission et les données du bénéficiaire de l'opération. Parce qu'au-delà de l'URSSAF, il y a un enjeu pour tout le régime général de sécurité sociale, et notamment les branches prestataires qui émettent plus de 700 millions d'opérations annuelles, de pouvoir nous assurer qu'on transmet les fonds à la bonne personne. C'est un vrai sujet, donc voilà. Eh bien, merci beaucoup. Je vais vous prier une dernière fois de les applaudir. Et à bientôt. Et je vous donne rendez-vous le 18 septembre, mais cette fois au soir, pour conclure avec le verre de l'amitié. Merci et bon été.